À l'émission d'aujourd'hui, je donne la parole à 3 invités qui ont dû faire beaucoup d'efforts pour ne pas vivre en marge de la société. À cause de leur âge ou de leur statut d'immigration, Mme Morneau, Ilias et Nerly ont travaillé très fort pour se faire une place à Montréal. On discute ensemble du chemin qu'il nous reste à parcourir vers une société plus inclusive et pour laquelle tout le monde ressent un sentiment d'appartenance. Parole de génération, c'est un amplificateur des voix marginalisées. C'est un pont qui relie les jeunes, les aînés et les personnes issues de l'immigration au-delà de leurs différences. C'est un espace de dialogue audacieux pour dénoncer les injustices et trouver comment les combattre. Bonjour tout le monde, bienvenue à Parole de génération, un balado d'Intergénération Québec qui crée des ponts entre les générations de toutes les origines pour stimuler la transformation sociale. Aujourd'hui, pour cette émission, j'ai 3 invités que je veux vous présenter absolument. Qui se lance? Bien, je pense que je vais commencer. J'aime ça casser la glace. Allez-y, vous êtes bonne pour ça. Mon nom, c'est Jacinthe Morneau. J'ai 70 ans. Et puis, il y a beaucoup de choses que j'ai fait dans ma vie, point de vue communautaire et tout ça. Moi, je suis née à Rivière-Bleue, ou Notre-Dame-du-Lac, dans le bout du bas du fleuve. Et puis après ça, on est venu à Montréal. Et puis, par la suite, on est resté en banlieue. Et puis, je me suis toujours occupée d'activités en dehors de l'école et tout ça, là. Et ça forme une personne de faire des activités en dehors de l'école aussi. C'est très bon. Et puis, le préjugé qui m'énerve le plus, c'est d'en parler du préjugé. Je veux dire que quelqu'un qui arrive puis qui dit « Moi, je suis pas raciste », moi, ça, déjà là, c'est bien partant. T'sais. Fait que pour moi, c'est déjà, ben là, je discute pas, là. Oui. T'sais, c'est pas mal ça met la puce à l'oreille. Là. Quand tu as besoin de dire que tu l'es pas, c'est peut-être que quelque part, ça cache quelque chose. Ben, c'est peut-être un autre préjugé que moi j'ai, mais avec l'expérience de vie que j'ai, non, je discute pas avec ça. Oui, non, je suis d'accord, moi aussi. J'ai bien de la misère avec cette formulation-là de dire « Ouais, non, moi, je suis pas raciste, mais... » Ouais, merci, Mme Morneau. À qui la parole? Je m'appelle Nerly, j'ai 19 ans. Je viens d'Haïti. Puis moi, j'aime les préjugés. Je veux pas que ça continue. J'aime pas les préjugés comme qui ont rapport avec les origines des personnes. Par exemple, quand on dit, oh ouais, les Noirs, ils sont comme des malhonnêtes, ils sont des criminels. Puis les Asiatiques, ils sont comme ça. Les Arabes, ils sont comme ça. J'aime pas trop ça. Puis je veux que ça arrête parce qu'on est tous des humains. Puis c'est pas normal de donner des préjugés à des personnes juste par rapport à leurs origines. D'essayer de creuser puis d'aller voir la personne qui se cache derrière les apparences, finalement. Oui, exactement. Merci, Nerly. Moi, c'est Ilias. J'ai 17 ans. Je suis d'origine marocaine. Puis les préjugés... Je pense que c'est un peu la même chose que Nerly. C'est les gens qui parlent ou qui disent des trucs sans connaître ton parcours, sans connaître dans le fond ce que tu as vécu toi. Ils se basent sur un peu l'histoire de tout le monde. Ils se focalisent pas sur toi, qu'est-ce que tu as vécu, parce qu'il y a des trucs que toi tu as vécu que eux ils ont pas vécu. Donc là, je pense que des fois ils essaient de t'imposer quelque chose mais que toi que tu veux pas. Surtout, je pense, avec des personnes qui ont vécu l'immigration, il y a des gens qui jugent facilement, mais s'ils écoutaient les histoires de ces personnes-là, puis comment ça peut être difficile comme parcours, je pense qu'ils se sentiraient plus petits dans leur bobette de dire ce genre de choses-là. Hein? Merci, Ilias. Donc, pour commencer, en fait, j'ai une petite portion d'émission d'introduction que j'ai appelée « Qu'est-ce que ça veut dire? » Parce qu'on a beaucoup parlé de... quand on parle de discrimination, on parle de préjugés, souvent, il va y avoir des désaccords. Puis quand on porte attention, ça vient de où? Ça vient finalement qu'on ne parle pas de la même chose. On va dire un mot, racisme, mais... on n'a pas la même définition de ce mot-là. Puis c'est là où ça vient créer que comme quelqu'un va dire « oui, ça c'est raciste, oui, ça l'est pas ». Oui, mais c'est quoi déjà à la base ce mot-là? Donc c'est un peu ça l'objectif, c'est de se créer un lexique ensemble. Donc je vous nomme un mot.
Vous me dites qu'est-ce que ça représente pour vous, puis à partir de ça, on va se créer une définition commune pour qu'on sache une bonne fois pour toutes de quoi qu'on parle. Donc, pour votre groupe, le mot que j'ai choisi, c'est l'inclusion. Qui veut se lancer avec sa propre définition de, pour lui, c'est quoi l'inclusion? C'est pas comme essayer d'inclure toutes les personnes dans un même groupe pour partager les mêmes opinions, comme on a tous les mêmes objectifs. Je sais pas si vous avez d'autres définitions. L'inclusion, moi, je pense que c'est déjà quelqu'un qui se sent exclu et qui veut s'inclure avec d'autres personnes. Alors, soit que la personne décide de rester exclue et ne pas s'intégrer, ou qu'elle décide de s'adapter et de faire comme si. De faire comme si quoi? De s'intégrer, tout simplement, puis d'apprendre les différentes choses de différentes personnes. Et puis, si elle ne se sent pas à sa place, bon, c'est normal qu'il y en a qui se retirent. Mais l'inclusion, c'est quand même important pour se sentir avec d'autres, comment je dirais, pour se sentir... Comment je dirais ça, Michael? Mais c'est quoi qui fait en sorte qu'on se sent inclus finalement dans une société ou dans un groupe? C'est quoi qui va faire en sorte que je suis comme, hey, je me sens inclus, je me sens accepté, quoi d'autre? Accepté par le groupe extérieur à laquelle on se sent exclu. Moi, je pense que c'est ça, là. L'inclusion, c'est comme un peu l'immigration, parce qu'il y a des gens qui immigrent de d'autres places. Par exemple, je sais pas, il y a plein de gens qui viennent du Maroc, de l'Algérie, qui immigrent au Canada pour des fois apprendre à connaître la culture de d'autres personnes, regarder comment ils vivent, leur mode de vie. Pour moi, je vois plus l'inclusion comme ça. Puis qu'est-ce qui fait qu'une personne va se sentir inclue dans le pays où il est arrivé, par exemple? Des fois, c'est par l'acceptation de soi et des autres aussi. Parce que des fois, c'est pas tout le monde qui t'accepte en tant qu'immigrant. Je pense que ça peut prendre du temps, mais c'est plus l'acceptation de soi et des autres. Ouais. Dans l'acceptation, puis aussi, je pense, c'est de se sentir valorisé, tu sais, qu'on sente qu'on a un rôle, puis qui est valorisé, puis qu'on apporte quelque chose au groupe. Puis, vous avez mentionné le mot intégration. Est-ce que pour vous, c'est la même chose? Parce qu'il y a l'intégration d'un côté, il y a l'inclusion de l'autre. Ça serait quoi la différence entre les deux? Bien, je pense que c'est le temps que ça prend pour s'acclimater à d'où est-ce qu'on est. Qu'on soit la personne qu'on est là ou dès l'extérieur. Moi, je sais bien que j'ai sorti avec un ami, j'ai eu 2 beaux enfants avec cette personne-là qui venait du Ghana. Et puis cette personne-là m'a dit, si tu prends pas ta place, il y a personne qui va te la donner. Alors, je pense qu'il y a une question de jeu de temps là-dedans. Cette personne-là, elle s'est tout de suite intégrée, puis est arrivée, puis a pris sa place, puis tout le monde l'adore, tout le monde le trouve correct. S'il n'aurait pas fait ça, il n'aurait pas été accepté au travail du tout, là. Ça aurait été long avant qu'il l'accepte, il aurait resté dans son petit coin, puis il n'aurait jamais avancé avec ça. Puis lui, il a pris sa place, puis c'est un monsieur assez costaud aussi, là. Et puis il a pris sa place tout de suite, puis écoute, c'est mon travail, puis c'est mes affaires, puis ils l'ont accepté tout de suite, puis il n'y a jamais eu de problème avec ça. Je pense que c'est une question de temps pour s'inclure. C'est sûr, ça prend du temps. C'est pas un truc qui se fait en claquant des doigts, t'arrives, puis boum, t'es déjà inclus. Je pense que la différence, c'est ça, c'est que l'intégration, ces personnes-là seraient un peu là, mais ils sont pas en interrelation avec les autres. Ils sont un petit peu mis à part. Retrait. L'inclusion, c'est que tout le monde se sente... que tout le monde participe finalement au groupe, à la société, à la culture. Et une question que j'ai envie de poser, c'est... est-ce que l'inclusion, finalement, ça dépend juste de... Puis là, on parle des immigrants, hein, mais l'inclusion, c'est pour tout le monde, là, que ce soit n'importe quelle personne qui peut vivre de la discrimination, les personnes marginalisées avec un handicap, les personnes qui ont une orientation... Ça commence à l'école. Oui, ça commence à l'école. Donc, est-ce que vous pensez que l'inclusion, finalement, ça dépend que de cette personne-là qui essaie de s'inclure, ou il y a quand même un rôle de la société, on va dire, majoritaire? Y a-t-il un rôle aussi qu'elle a pour faciliter cette inclusion-là? Moi, je me dis que si la personne ne prend pas sa place, elle va prendre du temps, puis elle va avoir de la difficulté à se faire connaître en tant qu'individu. Alors que ce soit n'importe quoi, moi, j'ai vu ça à l'école, là. Et puis si tu leur mets pas, écoute, moi, je suis là, puis toi, là, je te respecte, mais respecte-moi moi aussi. Fait que moi, selon moi, c'est quelque chose qui est important, puis c'est ce qu'on apprend à l'école. Tu prends ta place ou chiale pas puis reste dans ton coin.
Excusez-moi, là, je parle comme ça, mais c'est évident que c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Est-ce que c'est l'idéal? Je sais pas. Vous en pensez quoi de l'inclusion? C'est quoi le rôle de chacun par rapport à ça? Moi, je pense comme c'est donnant-donnant. Parce que si toi, tu décides d'essayer d'intégrer, mais si on ne te donne pas les moyens, puis comme ça va te bloquer un peu, puis tu vas te retrouver coincé, tu peux pas avancer pour t'intégrer dans le groupe. Les personnes n'ont pas assez d'opportunités pour pouvoir s'intégrer. Donc là, ça rend un peu leur intégration, ou plutôt leur inclusion, un peu plus difficile. Je pense que c'est par manque d'opportunités des fois, c'est plus par manque d'opportunités. Parce que des fois, les gens ont envie de mettre l'effort, mais il faut quand même être conscient qu'il y a des obstacles pour les personnes marginalisées qui fait en sorte que c'est beaucoup plus difficile puis ont beaucoup plus d'efforts à mettre. Donc, c'est peut-être là, j'aime ça, ce que tu dis, qu'il faut que ce soit donnant-donnant. Oui, c'est vrai, il faut que la personne fasse sa place. On ne va pas lui donner tout cuit dans le bec, mais il faut aussi se rendre compte de peut-être des patterns où, finalement, on rend ça plus difficile pour ces personnes-là d'être inclus. Faut pas avoir peur du rejet aussi. Ça réussira pas du premier coup. Ça va réussir à force de t'imposer puis de te faire respecter. Ça ira pas tout de suite. C'est sûr que tu vas avoir du rejet de temps en temps, mais ça, c'est pas grave. Effectivement. Ben, c'est ça. C'est de trouver les bonnes personnes, finalement. Ça se peut qu'on rencontre des personnes qui sont moins bien intentionnées, mais si on est patient, on va finir par trouver le bon réseau pour s'inclure, finalement. Super. Bon, je pense que là, on a une définition qui est assez commune. Donc, on va y aller avec la prochaine question. J'aurais aimé commencer par vous entendre, justement, par rapport à l'inclusion. C'est quoi votre sentiment d'appartenance à votre pays ou votre ville d'accueil? Est-ce que vous vous sentez inclus? On m'a laissé l'opportunité de montrer mes preuves, de montrer qui je suis, que je ne suis pas... ce qu'on décrit dans les journaux ou dans tout ce qui rapporte un peu le racisme et tout. Donc là, ça a permis aux gens d'apprendre un peu sur moi, de connaître mon histoire, de connaître que tout le monde n'est pas pareil dans le fond. Chaque personne sur cette terre est unique et chaque personne apporte quelque chose. Moi, je me sens bien intégrée. Parce que comme quand j'étais arrivée ici, c'est comme le pays m'avait déjà offert l'opportunité de bien m'intégrer, de me donner les ressources qui me permettraient de vivre convenablement. Je n'avais pas comme à me battre, comme par exemple pour faire des trucs, comme dans le pays, on respectait déjà nos lois, nos droits en tant que citoyen. Puis comme j'ai eu la chance de venir dans un pays où les Noirs leurs droits étaient respectés, puis on était traités comme les autres, même s'il y a des trucs qui sont pas tout acceptables, mais quand même, il y a les bases. On a déjà l'opportunité qui nous permettrait de vivre comme tout le monde, de nous sentir un peu comme si on était chez nous. Puis moi, ce qui m'avait un peu aidé aussi, c'est comme quand j'étais venue, j'avais la chance, mes parents étaient déjà ici, j'avais de la famille ici, puis j'ai pu apprendre de leurs expériences, puis comme ça m'a aidé à me sentir mieux. Ouais, la famille, je pense, c'est important. Si la famille aussi se sent inclus, c'est plus facile pour les jeunes aussi de sentir la même chose. Puis, fait que de ce que tu dis, si je comprends bien ce que tu dis finalement, c'est que bon, c'est pas tout rose, il y a des trucs qui sont pas parfaits, mais qu'il y a quand même une bonne base qui fait en sorte que tu as quand même senti que tu as été capable de te sentir inclus finalement. Ouais, puis aussi, il y a les activités comme des activités communautaires. Puis on a la chance aussi comme jeunes de faire du bénévolat. C'est ce qui nous apporte aussi comme de la reconnaissance. On se sent un peu fiers. On se sent comme si on était utile à la société. Puis ça nous aide aussi, ça nous motive à l'école. Ce qui va nous aider. Oui, c'est beau ce que tu dis. Je pense que le sentiment d'utilité, c'est vraiment fort, ça, pour le sentiment d'inclusion. Puis, tu commences déjà à répondre à ma prochaine question, puis là, elle s'adresse vraiment à tout le monde. De quelle manière on peut augmenter le sentiment d'inclusion des personnes issues de l'immigration? Quand j'étais venue ici, j'étais immigrant,
j'ai dû passer en accueil. Puis, je faisais des activités avec un organisme à l'école qui s'appelle Coup de pouce jeunesse. Puis, avec eux, on faisait des activités après l'école. Puis aussi, si j'avais de la difficulté à l'école, je pouvais leur demander. Puis, il y avait d'autres bénévoles qui étaient là pour m'aider. Puis, après, quand je suis passée régulier, puis je voulais comme faire ce qu'on avait fait pour moi. Par exemple, donner ce que les autres m'avaient donné avant. Puis, ça m'a vraiment beaucoup aidé à rester motivée à l'école parce qu'il y a des journées, c'était difficile, mais avec le bénévolat, ça me motive un peu plus. Fait que le bénévolat, de s'impliquer, tu dis ça, c'est vraiment quelque chose qui aide l'inclusion. Est-ce que vous avez d'autres idées pour justement favoriser cette inclusion-là dans notre société? Ça pourrait passer par quel genre de J'ai une expérience, moi, de quelqu'un qui était dans le même bloc, dans les mêmes adresses, là. Et puis, on a décidé de faire une activité pour lecture pour les enfants. Et puis, j'avais une personne que ça faisait 11 ans qu'elle était ici. Puis elle sortait jamais de chez elle. Et puis, pour la première fois, elle s'est intégrée pour faire la lecture aux enfants. Puis, ça faisait 11 ans qu'elle était là, puis on la voyait jamais. Et puis là, elle a commencé à faire des activités, puis c'est là qu'on s'est aperçu que c'était quelqu'un de valeur, puis qu'elle apportait beaucoup de choses. Mais elle disait qu'elle était trop gênée pour sortir de son appartement pour faire des activités. Ça prenait quelqu'un qui la mette à l'aise avec ça. Et puis, c'est important à l'accueil aussi, comme tu dis, d'avoir quelqu'un qu'on connaît un peu, soit de la famille ou soit des gens qui sont accueillants, pour pouvoir faire une activité, parce qu'elle apportait beaucoup par la suite, elle, là, non? Oui, de développer un lien de confiance. Je pense que, j'imagine pour vous aussi, il y a eu des personnes dans votre parcours que vous avez rencontrées, que vous avez développé un lien de confiance, puis ça a dû aider un peu votre inclusion. Toi, Elias, ça serait quoi? À quoi tu penses quand on parle de manière d'inclure davantage les personnes immigrantes? Moi, je pense une manière pour un peu intégrer les personnes immigrantes, c'est parce que chaque personne a des intérêts différents. Par exemple, moi, je fais du bénévolat avec les pères aidants. Au début, j'étais un peu gêné et tout. Je trouvais que c'était assez difficile et tout. Puis au fur et à mesure, parce que je partais avec d'autres bénévoles, je m'assoyais avec eux, je regardais comment ils faisaient, puis tout. Puis grâce à ça, ça m'a appris à aller vers les jeunes. Donc, fond, je pense que c'est juste soit ils n'ont pas assez de... Ils se trouvent pas forcément leur intérêt, ou des fois, c'est parce qu'ils ont... comme un manque de confiance pour pouvoir aller faire du bénévolat, par exemple, ou aller s'intégrer avec ces personnes-là. Je pense que c'est juste pour ça. Ouais. Puis aussi, un truc que tu nommes là-dedans que je trouve intéressant, c'est le réseau d'amitié. Mm-hmm. Je pense que quand on commence à avoir des amis là où on arrive, même si c'est juste changer de ville, là, même si tu es québécois puis tu arrives dans une nouvelle ville, c'est la même chose. C'est le moment où tu commences à avoir un cercle d'amis, puis là, commencer à vraiment aller faire des trucs le soir, après le travail, après l'école. C'est là où on commence à avoir une qualité de vie qui fait en sorte que, justement, on se sent peut-être plus inclus. Vous avez des super bons points. J'adore ça. Puis là, on a parlé des personnes immigrantes, mais tu sais, quand on parle d'inclusion, là, c'est pas juste les personnes immigrantes. Il y a aussi les femmes, il y a aussi les personnes avec des handicaps, les personnes neurodivergentes, par exemple les personnes autistes, la communauté LGBTQ+. Donc, toutes des personnes qu'on a un peu mis en marge de la société. Et j'aimerais qu'on prenne un moment, vu que c'est un podcast intergénérationnel, mais de parler d'intégration des aînés dans notre société en ce moment, parce qu'on a beaucoup tendance à les isoler. On les a mis dans des résidences à part des autres. Et ma première question, ça serait pour Mme Morneau. Qu'est-ce que vous trouvez qui a changé au Québec dans le rôle et le traitement qu'on réserve aux aînés entre quand vous étiez plus jeune et maintenant? Oh là! Ben écoute, moi, d'après ce que je voyais, puis tout ça, les nouvelles et tout, je pense que les soins étaient laissés à désirer, et puis là, ça a fait une révolution, et puis c'est sûr qu'ils voulaient voir, ils s'aperçoivent que les services qu'ils donnent, c'est beau de donner des soins, etc., mais il vient un temps où est-ce qu'on s'aperçoit que c'est des êtres humains,
et qu'ils ont un vécu aussi et des choses comme ça. Alors, je peux pas dire, parce que pour moi, là, 48 ans, c'était déjà vieux. Hein? Fait que quand je suis arrivée à 48 ans, ça a passé, je me suis pas aperçue. Et puis là, depuis que je viens dans une résidence à cause de la santé et tout, là, et puis là, ben, c'est moi qui le fais, dans le fond, le changement de vie. Et puis la mentalité a changé aussi. Je peux pas dire qu'est-ce qui a fait ça. Bon, je pense que ça a été une révolution, que des gens déménagent, des gens changent de place ou des maladies, quoi que ce soit, les gens s'en vont. Probablement que ça fait réfléchir les gestionnaires de faire autre chose que certains font, là. Et puis, on choisit nos résidences aussi. Il y a bien des endroits qu'on choisit parce que on veut pas que ce soit la résidence comme qu'on l'a vu quand on était jeune puis que la grand-mère était partie, là. On s'aperçoit que non, c'est nous autres qui va la faire, là. C'est nous autres qui va changer ça. Il y a quand on le peut. une forme de choix quand même là-dedans. Oui. Puis, est-ce que vous diriez que c'est un changement qui est positif, négatif, un peu des deux? Très positif. OK. Oui, d'après moi, là, c'est très positif. Il y a un respect de la santé, par contre, qui empêche certaines personnes d'évoluer. C'est un peu normal, là, parce que l'aspect physique est là quand même. Il ne faut pas rêver non plus, là. Mais mettons que si les personnes sont encore autonomes puis qui peuvent apporter quelque chose aux autres, ils le font. Et je pense que ça a été accepté beaucoup plus qu'avant. Ben, c'est le fun d'entendre ça parce que j'ai l'impression qu'on regarde les nouvelles, c'est pas du tout le portrait qu'on nous fait, là. On nous parle des mauvais traitements, on nous parle du fait que, justement, il n'y a plus de contact intergénérationnel. Mais vous dites que vous voyez des initiatives. Ben, c'est à nous de le faire, hein. C'est sûr que si on endure comme une personne âgée qui veut rien faire, puis qui s'assoit chez elle, puis qui regarde sa télé, il n'y aura pas gros changement là-dedans. Fait qu'eux autres, ils vont respecter ça, ils peuvent pas t'imposer ça. Mais quand ils s'aperçoivent que tu as du potentiel et que tu veux changer ça, puis que tu veux faire de quoi, ils l'acceptent. Ils vont donner les possibilités pour que la personne le fasse. Mais il faut qu'ils le veuillent. Ouais. Il y a des opportunités, mais il faut que la personne aussi y mette du sien, là. Soit en forme aussi pour le faire, là. Oui, 100%. Puis, j'aimerais ça vous entendre, Ilias et Nerly, par rapport à, déjà, dans votre pays d'origine, c'était comment le rôle, le traitement des aînés, puis c'est quoi les différences que vous voyez par rapport à ce qui se fait ici au Québec? Moi, dans mon pays, il n'y avait pas comme des résidences pour aînés, puis parce que dans mon pays où je vivais, c'était toutes les générations ensemble. Les grands-mères, les mères, les futurs enfants, tout le monde vivait ensemble. Il n'y avait pas comme à partir de 70 ans, tu dois aller en résidence ou déménager. Parce que non, c'est comme pour nous, les aînés, c'est des personnes importantes. Puis on les accorde beaucoup de respect. Si tu étais un enfant, puis c'est comme tu étais irrespectueux envers un aîné, c'est sûr que tu vas avoir comme des punitions. Puis c'est comme, parce que non, c'était très important, vraiment très important de respecter les personnes âgées. Puis eux, les personnes âgées, c'était comme quand on avait des conseils, c'était à eux qu'on devait demander. On allait les voir parce qu'on savait qu'ils ont des expériences, qu'ils ont plus d'expérience que nous, puis ils peuvent nous diriger un peu, nous donner un peu des directives comme ça pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire quand on a des difficultés. Quand je suis arrivée ici, puis je voyais qu'il y avait comme des résidences pour des personnes âgées, puis c'est comme j'étais un peu, pour moi c'était différent. Parce que j'étais pas habituée à voir ça, puis c'est comme quand on disait, puis comme quand je regardais dans les journaux, on disait, ouais, les personnes âgées, ils sont comme isolées, comme vous avez dit, Monsieur Vincent. Puis je trouvais que c'était comme, quand je vous ai vu, je suis venue à la résidence, je trouvais que c'était pas du tout ça. Parce que je vois que vous êtes épanouis, vous vivez comme vous voulez, vous avez l'opportunité de sortir, de faire des activités entre vous, de participer à la communauté comme en faisant du bénévolat. Puis je trouve que c'est vraiment, il faut qu'on essaye de... Je vais t'avouer que quand j'étais jeune, je restais avec ma grand-mère, quand mon grand-père est mort, puis il restait à côté de nous autres. La maison était là, puis la maison de grand-papa, grand-maman était à côté aussi. Fait que j'ai resté avec ma grand-mère aussi. Tu sais, sauf qu'il est venu un temps où je pense qu'ils sont très indépendants. Il vient un temps où est-ce que quand ils sentent qu'ils sont malades,
puis il aime mieux s'en aller à un endroit exprès pour avoir soin d'eux autres. T'sais, parce que ma grand-mère est venue un temps où est-ce qu'elle était malade, puis moi, j'étais trop jeune pour en avoir soin. Je pouvais rester avec elle comme ça, mais là, c'était trop. Elle avait choisi de s'en aller en résidence proche de sa fille aussi. Elle avait une fille, là, et puis elle aimait mieux ça. T'sais. Et puis mes parents, ça a été pareil. Mes parents, on disait, ben voyons, on va avoir soin de vous autres. Quand on était bébé, on n'était pas débrouillard, puis il fallait que tu prennes soin de nous. Mais elle dit, c'est pas vrai que vous allez faire ça. Elle dit, non, nous autres, on s'en va en résidence. Bon, ils ont voyagé, ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire, et puis après ça, ils se sont reposés. C'est un choix qu'ils ont fait parce qu'ici, il y avait ça comme choix. T'sais, c'est sûr que c'est pas pareil quand tu vis avec tes grands-parents puis quand tu vis en résidence. C'est complètement différent. Puis même le papa de mes 2 garçons, chez eux, c'est comme chez toi. C'est qu'ils sont toutes... La grand-mère est à terre, là, puis elle boit sa crunch. Puis ça, c'est son secret de boire sa crunch. Elle avait 100 ans. T'sais. Et puis c'est quoi, eux autres, ils l'ont Moi, dans... je sais pas de quoi on parle. Là. Ben, c'est parce que mon garçon, il demande, c'est quoi votre secret d'être aussi vieille? Parce qu'elle avait 100 ans. Elle dit, moi, c'est quand je bois mon orange croche. Ah, OK, l'orange C'était ça, l'orangeade. Oh, ben wow. oui, c'était ça la farce qu'elle faisait tout le temps. Fait que mon gars, il dit, je pense que je vais commencer à me mettre... Il dit, je ne me mettrai pas à prendre des boissons gazeuses, parce qu'il n'était pas pour ça. Là. Il n'était pas convaincu que c'était... Non. Mais elle, il n'était pas sûr truc. que c'était son secret. Fait que c'est ça, eux autres, c'est pareil, ils sont tous ensemble, puis ils vieillissent ensemble. Puis c'est vrai qu'il y a de la sagesse dans ça. Consulter une personne à un certain âge, avoir une sagesse... Mais c'est un monde différent, puis chacun s'adapte selon ce qu'il veut s'adapter. Il y a comme eu la génération de vos parents, finalement, ont décidé, peut-être un peu par orgueil, de faire comme non, on ne veut pas déranger. C'est ça. Donc, ils ont préféré justement aller dans ce genre de résidence-là. Ça ouvrait partout, donc tout le monde allait vers ce modèle-là. Par contre, peut-être que ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est qu'en faisant ça, on a perdu un peu de cette sagesse-là. C'est ça. Il faudrait peut-être réfléchir à un entre-deux. On va y venir à ça, mais avant, j'aimerais ça entendre quand même Ilias par rapport à cette question-là sur comment c'est au Maroc. Chez nous, au Maroc, c'est comme chez Nerly, dans le fond. Les grands-parents, ils vivent avec les enfants, les petits-enfants. Dans le fond, toute la même génération reste dans la même maison, si je peux le dire comme ça. Et chez nous, dans les pays maghrébins ou même au Maroc, on dit tes parents, tes grands-parents, ils se sont occupés de toi quand tu étais petit. Ils restaient réveillés pour toi, ils te nourrissaient. Des fois, ils se sacrifiaient, eux, pour toi, dans le fond. Et tu dois leur retourner ça en contrepartie, dans le fond. C'est comme si ils se sont occupés de toi et toi, tu dois t'occuper de eux aussi. Tu peux pas venir et les laisser toutes seules parce que ils peuvent se sentir eux aussi tristes parce que ils vont se dire mes enfants, je me suis occupé de eux et tout. Puis au final, ils viennent pas me rendre visite. Ça peut les blesser dans le fond si tu laisses tes parents partir dans des centres, tu les rends pas visite tous les jours ou juste régulièrement. Des fois, ça peut leur faire du mal. Ils peuvent se sentir un peu mal par rapport à ça. Si tu trouves pas la solution toi, ou tu n'arrives pas à résoudre le problème, tu peux aller directement chez eux. Tu sais qu'ils vont t'aider, ils vont pas te laisser, ils vont pas t'abandonner, ils vont pas te laisser à l'écart et tout. Ils vont essayer de trouver une solution à ton problème et à pouvoir t'aider. C'est un support qui est vraiment important finalement parce que les grands-parents, ils ont beaucoup de temps, ils travaillent moins, ils sont beaucoup à la maison. Donc, c'est rassurant peut-être de savoir que tu peux à n'importe quel moment aller vers eux puis tout ça. Puis c'est dommage quand on le perd. Puis justement, ma prochaine question, c'est par rapport à ça. On voit qu'au Maroc, en Haïti, au Québec, avant, c'était le cas aussi, mais que toutes les générations vivaient ensemble ou du moins proches les uns des autres. Puis selon vous, c'est quoi qui fait en sorte c'est quoi qui est positif par rapport à cette cohabitation intergénérationnelle-là? C'est l'expérience. On consulte une personne qui a vécu des années avant nous, quand on est jeune. C'est sûr que c'est une expérience de sagesse ou quoi que ce soit qu'on consulte. Mon Dieu, positive. Moi, je me disais, c'est correct de rester avec la grand-mère puis tout ça.
Sauf qu'il vient un temps où, question santé, là, à l'âge que j'avais, moi, tous les matins, je me levais, mais à vis-tu, tu sais, je checkais voir si elle était correcte ou pas. Quand tu es plus jeune, c'est un peu de l'anxiété que tu fais à la longue, là, c'est plus ou moins agréable à vivre. C'est une grosse responsabilité quand tu es jeune de devoir porter ça sur tes épaules, ça c'est sûr. Oui. Donc, il y a des bienfaits d'avoir un système qui peut aider les personnes qui en ont besoin. Je pense que oui. Oui. Ouais. Mais il y a des solutions qui existent aussi, tu sais, les soins à domicile, par exemple, qui font en sorte que peut-être qu'on peut garder nos grands-parents proches. Donc oui, il y a quelqu'un qui s'occupe et on est rassuré au niveau de son état de santé, mais on garde le contact facilement. Parce que c'est sûr que si on déménage puis on habite à 30 minutes, c'est normal qu'on n'ira pas à tous les jours, même à toutes les semaines. Parce qu'à un moment donné, on a notre travail, on a notre vie aussi, tu sais. C'est la bureaucratie que tu as à faire aussi pour tes parents, puis tout ça, là. Tu as un paquet de choses à remplir pour qu'ils puissent venir rendre les services et tout ça. C'est devenu compliqué, là, aussi. Oui. C'est une critique intéressante, je pense, de simplifier cette bureaucratie-là pour rendre ça plus accessible. Ça serait bien si quelqu'un nous entend. Et pour vous, c'est quoi les avantages? Et peut-être les désavantages aussi. Là, j'avoue que j'ai parlé juste des avantages, mais il y en a, vous avez nommé des désavantages, puis c'est intéressant de voir les deux côtés de la médaille. Moi, je pense comme avantage pour les personnes âgées, parce que des fois, il y a des gens qui aiment se sentir responsables, ne pas montrer qu'ils sont faibles devant leurs propres enfants. Puis ils aiment ça comme quand ils sentent comme leur santé commence à faiblir. Ils aiment comme s'éloigner un peu, aller dans une résidence pour vivre tout seul, pour recevoir de l'aide des autres personnes au lieu de voir leurs enfants. Mais par contre, les enfants, des fois, c'est dur de rendre visite tout le temps aux parents parce que, comme vous avez dit, il y a les trajets, des fois c'est difficile avec notre propre vie. Puis, des fois, comme à cause de ça, des fois les gens se sentent isolés parce que puisqu'on peut pas leur rendre visite, il y a personne pour leur rendre visite. S'il n'y a pas leurs enfants qui leur rendent visite, ils juste rester avec les autres personnes âgées, mais des fois ça fait un peu du bien de voir la famille. Et je pense que c'est comme ça, c'est un peu des avantages. Puis c'est intéressant ce que tu dis, puis ça me fait penser en Europe, puis même ici un petit peu tranquillement, pas vite, c'est en train de s'implanter des logements qui ont une mixité intergénérationnelle. Donc de dire peut-être qu'effectivement, bon, la famille habite loin, mais est-ce qu'on peut, au lieu que ce soit juste des personnes âgées qui habitent dans la résidence, qu'il y a une mixité et donc les personnes âgées vont côtoyer des personnes plus jeunes parce que je pense que c'est bon pour leur santé physique, mentale. Je sais pas, Madame Morneau, peut-être vous pourrez en parler de le contact avec les jeunes, qu'est-ce que ça apporte. Mais je pense que ça aussi, c'est une alternative qui est intéressante. Ah, je suis tout à fait d'accord là-dessus parce que t'as beau installer quelqu'un à un endroit parce que question de sécurité pour la santé, c'est vrai que ça fait du bien quand tu vois tes enfants. Parce que tu vois, moi, j'ai vu le mien hier. Mon Dieu, ça fait du bien. Il est là, tu sais. Puis c'est certain qu'on a quand même besoin de ça. C'est pas quelque chose... Mais c'est pas toujours évident aux enfants de pouvoir venir aussi. Le moins pratique que c'est, elle sera à la maison. Hein? Ça coûte beaucoup moins cher. Et là, tu sais, t'as juste à franchir la porte puis tu vois tes grands-parents, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans à garder, à respecter aussi, parce que c'est vrai qu'on est humain puis on a besoin de voir nos enfants aussi, c'est sûr et certain. Je pense que finalement, on parlait de bureaucratie, puis je pense qu'avec toutes ces résidences, les CHSLD, toute cette bureaucratie qui s'est créée, on a pensé à la santé physique, mais il ne faut pas oublier la santé émotionnelle, la santé mentale. Il faudrait qu'on commence à penser à ça dans l'équation quand on met en place ces milieux de vie-là, tu sais. Ilias, toi, qu'est-ce que tu en penses de la cohabitation avec plusieurs générations? C'est quoi les bons côtés, les moins bons côtés peut-être? Ça peut être un très bon avantage pour les personnes âgées et aussi pour les jeunes, parce que pour les jeunes, ça nous permet de côtoyer des personnes qui ont de l'expérience, qui ont plus de connaissances que nous, qui peuvent nous aider. Et chacun apprend l'autre. On peut voir un effet comme ça. Par exemple, la personne âgée peut apprendre un peu aux jeunes qui viennent dans le centre de avant comment c'était. Et le jeune peut montrer maintenant à la personne âgée la technologie, comment ça fonctionne, parce que
Maintenant, les personnes âgées, il y en a plein qui n'ont pas beaucoup d'outils technologiques. Et dans le fond, grâce aux jeunes, on peut leur montrer un peu la technologie et tout. Et ça peut aussi apporter du bien à ces personnes-là parce qu'ils peuvent vraiment maintenant communiquer plus facilement avec leur famille et tout, grâce aux jeunes qui leur montrent la technologie. Et je pense que ça peut être une bonne idée si on peut apporter ça, faire un projet comme ça, mélanger un peu les personnes âgées avec les jeunes. Je pense que ça peut être une très, très bonne idée. Ouais, j'aime ce que tu dis, puis tu dis un point important, que finalement, c'est réciproque, ce besoin-là de l'autre. C'est donnant-donnant, puis on apprend autant qu'on transmet finalement dans ce genre de relation-là. Donc, merci. Puis je pense qu'on peut lancer un shout-out aux habitations Pelletier parce que, moi, vraiment, que vous me dites que vous êtes épanoui, que vous êtes bien, qu'il y a des belles opportunités comme ce projet, ils nous ont full bien accueillis, tu sais, pour que ça ait lieu. Je pense que c'est important de mentionner leur excellent travail puis qu'il y aurait bien des RPA puis des CHSLD qui devraient prendre exemple sur cet endroit pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent changer pour rendre ça plus humain, finalement, les soins pour nos aînés. Donc, ça tire déjà à sa fin, ça passe vite. Mais j'aimerais ça finir avec... c'était déjà positif, mais une note positive, la cerise sur le sundae. Puis, pour le dernier tour de table, j'aimerais ça commencer avec les jeunes, puis j'aimerais ça vous entendre sur toute cette discussion-là, ce processus-là qu'on a vécu ensemble. Qu'est-ce que ça vous a apporté, peut-être, de parler avec Mme Morneau, avec les autres aînés? Qu'est-ce que ça vous a transmis, finalement? Pour moi, ça m'a transmis plusieurs trucs. Ça m'a montré que même si les personnes âgées... parce que moi, au début, j'avais comme une vue un peu négative dû aux nouvelles et ce qu'on voit dans les journaux des centres, des CHSLD, des centres pour les personnes âgées. Et quand que j'ai vu le service que, par exemple, les habitations Pelletier offrent aux personnes âgées pour mieux s'intégrer, pour des activités pour les aider et tout, je trouve que ça m'a un peu montré un peu plus du positif que du négatif. Dans le fond, ça a un peu comme changé ma vision. Ça m'a montré que c'est pas tous les centres qui sont négatifs. Il y en a qui sont positifs et qui essayent d'aller vers l'avant et d'offrir de plus en plus d'activités. Puis surtout, c'est ça qui est intéressant, je trouve, ici à Montréal-Nord, le projet qu'on a fait, c'est que l'école est juste à côté, là. On est littéralement à 2 minutes à pied. Et donc, les aînés de leur fenêtre voient les jeunes tout le temps, mais je pense que c'est intéressant pour vous de finalement mettre les pieds ici puis réaliser, mon Dieu, c'est juste à côté, mais on n'est donc même pas au courant de ce qui se passe, finalement. Je pense que si, par exemple, des établissements comme des écoles qui sont proches des centres pour personnes âgées, qui puissent faire des activités entre eux, comme le projet qu'on fait en ce moment, le podcast, on pourrait avoir un truc de plus en plus positif. Je trouve que ce serait une très bonne idée d'intégrer les personnes âgées avec les jeunes. Ça va aider non seulement les personnes âgées, mais aussi les jeunes. Au début, j'avais comme une image négative des résidents. Parce que surtout avec ce qui s'est passé avec la pandémie, on nous donnait souvent comme il y avait tout le temps des nouvelles, mais c'était toujours des négatives. Puis comme moi, ça m'avait comme un peu choqué puis de voir tout ça. Mais par contre, quand je suis venue dans cette résidence, j'ai pu voir comme les résidents comme ils étaient entre eux, ils s'amusaient, participaient à des activités. Puis moi, comme quand je suis venue ici, j'ai jamais eu de contact avec une personne âgée. Parce que dans l'autobus, oui, mais jamais comme adresser la parole telle quelle, avoir une bonne discussion. Puis comme ça m'avait comme un peu aidé à juste découvrir l'expérience d'une personne qui habite ici, qui vit ici, puis c'est comme aller vers notre génération. Tu te rends compte finalement qu'ils sont approchables, c'est facile d'avoir des discussions malgré l'âge, malgré le fait que vous venez pas du même pays, là. Oui, puis c'est vraiment intéressant de voir ça. Puis comme Ignace avait dit,
C'est vraiment un beau projet de s'allier les écoles puis les résidences, de faire des activités, juste une demi-journée, quelques heures d'activité. Ça fait beaucoup de bien. Ouais, il y a de plus en plus d'écoles qui commencent à avoir des communautés d'aînés, donc des personnes âgées qui rencontrent le personnel de l'école pour voir comment est-ce qu'ils peuvent s'impliquer dans l'école puis créer ces contacts-là finalement. Fait que je pense que c'est des modèles qui sont tous intéressants à explorer. Ouais. Donc, le dernier mot, le mot de la fin, c'est pour vous, Madame Orneau. Qu'est-ce que, pour vous qui avez rencontré ces jeunes-là de Calixa, qui ont vécu un parcours de migration aussi, qu'est-ce que ça vous a apporté? Ben écoute, moi, j'ai trouvé ça très enrichissant. Moi, j'adore les discussions comme ça et puis tout ça, j'avais toujours fait ça. J'étais un peu comme eux autres quand j'étais jeune. C'est un endroit clos. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'était pas accessible. Tu les envoyais là, puis bon, tu faisais ta visite le dimanche après-midi si tu pouvais. Parce que là, je parle d'exemple de ma grand-mère, de mon premier mari, là. Et puis là, je me dis, c'est vrai que c'est un endroit clos, puis que les gens gardaient ça clos un peu. Mais ça change beaucoup maintenant, là. Et puis, même les gens âgés changent. Tu sais, je veux dire, eux autres aussi, ils ont besoin d'apporter quelque chose à quelqu'un. Ils ont besoin de faire des choses au point de vue de la solitude aussi. Fait que moi, je trouve ça hyper enrichissant. Et puis, je pense que ça évolue beaucoup. Mm. Puis, je trouve ça superbe, tout simplement. Mm. Ben, merci tout le monde pour vos beaux mots, vraiment. Je me sens rempli d'espoir, donc je vais partir la tête légère ce soir. Merci beaucoup pour votre participation, votre écoute. Vous avez été incroyable et moi-même, j'ai beaucoup appris à travers tout ce processus-là. Merci de m'avoir fait confiance aussi. Je vais te couper, mais l'essentiel, c'est d'avoir un esprit ouvert pour tout le monde. Tu sais, ça, c'est essentiel dans des communications comme ça. Oui, ben, je pense que... Amen. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Merci. Merci à nos partenaires Coup de pouce Jeunesse et les Habitations Pelletier pour nous avoir aidés à recruter des personnes extraordinaires et pour leur accueil chaleureux. Pour supporter le balado Paroles de Génération, il suffit d'aller sur Apple Podcasts et Spotify pour lui laisser quelques étoiles et un commentaire. Ou encore, vous pouvez partager l'émission autour de vous, que ce soit par bouche à oreille ou sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs voir toutes les coulisses du projet sur les pages Facebook et Instagram d'Intergénération Québec. Ce balado est financé par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ainsi que par la Ville de Montréal.